Salut Sam, bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler un peu de jeux vidéo et je vais pas vous montrer de jeux vidéo mais je vais vous parler de jeux vidéo parce qu'il se passe pas mal de choses ces dernières semaines et même si ça bouge beaucoup du côté de tous ceux qui commentent et qui parlent de l'actualité du jeu vidéo côté anglophone, je sais pas si côté francophone ça bougera beaucoup avant un mois ou deux avant que l'information descende, mais pour vous faire simple, si vous n'êtes pas au courant, il y en a qui sont en train de dire que Gamergate 2.0 a commencé. Je ne vais pas rentrer dans ce que c'est Gamergate si vous ne connaissez pas. On va simplement dire que c'était un mouvement qui a démarré il y a une dizaine d'années à peu près, suite à des gros soucis de comportement et de manque d'éthique dans dans le journalisme du jeu vidéo. On va vous raconter, si vous faites des recherches maintenant, surtout si vous vous fiez à Wikipédia, que c'est un mouvement lié au harcèlement et tout ça, parce que ça a été un mouvement, enfin ça a été une guerre entre les joueurs et ceux qui ont le pouvoir et qui peuvent définir l'histoire, à savoir les médias. Donc forcément, Wikipédia qui se base sur des sources, sur des médias, forcément, ils vont vous dire ce que les médias ont dit sans chercher à savoir ce qu'il en est ou pas. Et là, on a démarré il y a quelques semaines une histoire avec la découverte d'une société canadienne qui sert de consultant pour l'écriture d'histoires dans le jeu vidéo, surtout dans le côté équité, inclusion, diversité. Pour faire simple, ce sont des gens qu'une boîte, un dev, va payer pour leur donner des recommandations pour écrire un scénario qui inclut plus de gens, plus de types de gens divers, que ce soit par origine, que ce soit par sexualité, ou que ce soit par croyance ou connaissance, ou ce genre de choses. Et le problème, c'est que ces gens-là sont complètement... Comment dire ça rapidement, simplement, sont là pour faire peur aux devs et sont là pour leur faire remonter une réalité qui n'existe pas, en fait. Et surtout, ils sont là dans leur but, parce que c'est souvent des sociétés qui sont américaines, ou en tout cas de l'Amérique du Nord, qui vont vouloir imposer leur modèle social et leurs standards à eux sur le reste du monde. Il y a un peu ce côté hégémonique culturel qui est vraiment casse-couille. Et en plus, vu que là, aux États-Unis, on arrive sur une année d'élection présidentielle, de nouveau, on va revoir déborder sur Internet partout les délires anti-Trump, les délires anti-Biden, qui vont venir nous casser les couilles, et qui vont venir casser les couilles au reste du monde. Et si chaque élection des autres pays avait la même influence sur Internet, on n'en finirait pas, et ce serait vraiment pète-couilles. Et voilà, moi j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de la politique américaine, et j'en ai déjà difficilement quelque chose à foutre de la politique française. Alors bon, voilà. Et donc là, ce qui s'est passé avec cette société de consultants d'écriture de jeux vidéo, d'histoire de jeux vidéo qui s'appelle Sweet Baby Inc., ils ont été... la présidente, je crois que c'était... est simplement quelqu'un qui fait pour faire peur aux gens, faire peur aux devs, pour assurer qu'ils ont du pognon et que, en fait, c'est un racket, ce truc. C'est pour faire simple. Moi, comme je le vois, c'est un racket. Really. If you're a creative working in AAA, which I did for many, many years, put this stuff up to your higher-ups. And if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. Because they have to consider, I say that a lot as a joke, but it's actually very, very true, because if you start to consider the people who are player and audience facing and who have to deal with mitigating harm and with keeping the sentiment around their game and their project positive, there's a genuine value that you can impress upon them with both ethically and financially. You can say this is important. And it's also a valid discussion to have, because if you're working with a very thin narrative budget and you work in AAA, I think you'll be pleasantly surprised or dismayed by the amount of money that marketing can give you. Et
il y a des gens qui ont commencé à voir ça, qui ont commencé à comprendre ça, surtout pour cette société-là, parce que elle est remplie de gens qui n'ont aucun filtre, qui balancent tout sur les réseaux sociaux, et au bout d'un moment, bah forcément, les joueurs commencent à se rendre compte, bon, ça fait un petit moment déjà qu'on se rend compte que l'écriture dans le jeu vidéo, surtout dans le jeu vidéo triple A occidental, est en baisse rapide et vraiment dévisse très fort, parce qu'on se soucie plus de cocher des cases que d'écrire des personnages cohérents qui tiennent la route, et des histoires bien construites. Voilà, on se soucie plus de qui plutôt que quoi. Et bah, comme ça, on n'arrive pas à... Quand un élément de l'identité de votre personnage devient l'élément central et non pas... Vous essayez pas de construire un personnage bidimensionnel ou tridimensionnel, et ben forcément ça va pas marcher. Quand l'identité de l'identité unique quasiment de votre personnage, c'est il est noir, c'est il est homo, c'est il est blanc, c'est il est trans, ben franchement, si c'est que ça et que c'est le seul truc que vous pouvez construire, et qu'en plus il y a certains personnages vous ne pouvez pas avoir de traits négatifs parce que ce serait raciste, sexiste, transphobe, je ne sais pas quoi, histophobe, forcément que vous n'allez pas réussir à écrire quelque chose. Je pense qu'on est d'accord. Alors que ce qu'est un personnage a son importance, mais ça ne devrait pas être le cœur du personnage. Et ça, il devrait y avoir autre chose derrière. Il devrait y avoir des motivations, il devrait y avoir des forces et des faiblesses. Le problème, c'est que là, il y a des personnages, on ne peut pas leur écrire des faiblesses, parce que vous leur écrivez la moindre faiblesse, vous allez vous faire accuser de tous les maux, et vous allez être le nouvel antéchrist arrivé sur Terre. Ah bon, voilà, c'est complètement idiot. Donc, Sweet Baby Inc. a, sur son site web, la liste, ou au moins une partie de la liste des jeux sur lesquels ils ont participé, ou ils ont été consultés, et un joueur brésilien, dont le nom m'échappe là pour le moment, mais ce sera écrit en grand à l'écran, a simplement repris cette liste, et on a fait une curator list sur Steam. Donc c'est une liste en gros de recommandations de jeux. D'accord ? Et tous les jeux qu'il a recommandés, il les a marqués négativement, tous ces jeux-là. Parce qu'on est bien d'accord, même si certains sont des jeux corrects, eh ben, il y a toujours ce truc en fond qui vient vous pourrir le jeu, qui, soit vous avez des persos et une histoire chiante à mourir, soit pire encore, vous allez avoir pendant le jeu le quart d'heure de prêche où on va vous casser les couilles sur ah là là, attention, hein, faut pas être raciste, faut pas être transphobe. C'est bon, on le sait. Enfin, et donc, généralement, ça coupe le jeu, ça rend les choses très saoulantes, et en plus, des fois, ça force à écrire des choses qui sont complètement débiles. Donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que quand Sweet Baby Inc. a découvert que, mon Dieu, il y a un joueur brésilien qui recommande négativement nos jeux, eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Ceux qui sont pour la diversité, l'inclusion et l'équité, eh ben, ils supportent pas qu'on les pointe du doigt, ils supportent pas que quelqu'un ne pense pas comme eux, et ils ont carrément essayé de faire vague-ban le bonhomme. Vague-ban, donc le mec qui se fait bannir de Steam, plus avoir de jeu, et plus rien, juste parce qu'il a osé faire cette liste. Tu parles, hein. Et donc voilà, et forcément, dans la foulée, l'effet Strayzone est parti au quart de tour, le groupe en question a explosé, ils doivent être maintenant au-dessus des 250 000, je sais pas, faudrait que je regarde, et je mettrai le nombre à l'heure où je ferai le montage à l'écran, et ben voilà, forcément, il y a la communauté qui s'est construite sur Discord. Pareil, ils ont essayé de faire bannir le Discord. Ils ont essayé de faire la totale, quoi. On est reparti. Et rajouter à ça, en plus qu'au milieu de ça, bah, il y a Akira Toriyama qui est décédé. Et il y a un employé de chez Sweet Baby Inc. qui a eu la bonne idée d'aller chier sur Toriyama en disant « Mon Dieu, il a fait des personnages racistes. » Monsieur Popo. Alors que
Non, il est inspiré d'une divinité coréenne. Je ne sais plus exactement. Enfin bon, j'ai pas forcément la ref, mais la ref était là. Et voilà. Et donc forcément, il a pris une volée de bois ouvert sur Twitter, enfin sur X, maintenant. Et forcément, ça crie au harcèlement dès que quelqu'un vous... dès que ces gens-là, on leur dit non, on les corrige, ça crie au harcèlement. Et forcément, les médias qui ont de moins en moins d'importance, les médias de jeux vidéo ont de moins en moins d'importance depuis ces 10 dernières années, ont trouvé là le truc pour se raccrocher et faire du bruit, et continuer de faire venir les hate clics, donc les gens qui vont cliquer sur les articles parce que ça les fait rager. Sauf qu'en fait, non, on s'en fout. Et c'est le premier truc que je vous dirais, hein, c'est ne cliquez pas sur ces articles, parce que c'est vraiment juste là pour vous faire cliquer dessus pour voir les pubs, rien d'autre. Hein. C'est un ramassis de conneries, ils le savent eux-mêmes, et puis voilà. Maintenant, ce que moi j'aimerais dire, maintenant que j'ai posé un tout petit peu le contexte, ça en 10 minutes, ce que j'aimerais vous dire, c'est que Sweet Baby Inc., c'est pas la cause de tous ces problèmes, c'est qu'un symptôme en fait. Parce que si cette boîte n'existait pas, ou si maintenant qu'elle a été marquée du sceau de l'infamie par les joueurs, il est probable que beaucoup d'entreprises, de développeurs et d'éditeurs qui travaillaient avec eux vont simplement couper leur contrat. Et ben même si on en arrive là et que cette boîte ferme, ce que je souhaite pas parce que bon, dans la situation actuelle, avoir des gens à la rue qui n'ont pas de boulot, ils vont galérer à retrouver du job. On pourrait espérer une réforme, mais n'y croyons pas trop. C'est des gens qui sont endoctrinés, qui sont vraiment là dans la... Comment dire ? C'est du niveau de la religion, ce mode de pensée. C'est vraiment complètement dans le sensoriel, c'est complètement dans l'émotionnel. Il y a une certaine incapacité à faire la différence entre la réalité et la fiction, ce qui rend les choses... C'est pour ça qu'il y a cette envie, ce besoin de faire que des œuvres de fiction soient comme la réalité, parce que sinon, mon Dieu, on n'est pas correct, on n'est pas des gens bien si on fait pas comme ça. Donc voilà. Et donc, c'est des gens avec qui vous allez de toute façon pas pouvoir discuter, parce que ce sont des extrémistes, en fait. Ils sont à fond dans une idéologie, et ça sert même à rien de chercher à causer avec eux de manière raisonnée, parce qu'ils sont pas raisonnés, ils sont pas raisonnables. Donc, le mieux, c'est encore de les ignorer, ou de pointer et de rigoler, comme on est en train plus ou moins de faire, ou de leur dire simplement non, t'as faux, et puis voilà pourquoi. Mais même ça, ça sert à rien, parce que, comme dit, c'est une religion, c'est une pensée religieuse, donc vous arriverez jamais à les convaincre. C'est des gens, ils doivent sortir de ce mode de pensée par eux-mêmes, si vous voulez arriver à discuter avec eux d'abord. Et donc je disais, en tapant dans mon micro, que ils sont pas la cause du problème, sont qu'un symptôme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le jeu vidéo, et surtout dans le jeu vidéo à grande échelle, donc le jeu AAA occidental, personne ne va utiliser son propre argent pour développer un jeu. Ils vont faire des prêts, et ils vont mettre cet argent en jeu pour développer un jeu, pour minimiser les risques. Et donc, il y a quelques années encore, et ça l'est encore toujours un peu, il y a des entreprises qui vont vous faire des prêts, des gros prêts, avec des taux très avantageux si vous acceptez certaines obligations. Et donc, c'est là où on trouve les BlackRock et compagnie, les gens qui vont vous prêter de l'argent si vous acceptez de promouvoir si vous acceptez d'appliquer et de promouvoir les idées de l'ESG, donc environnemental, social et gouvernance, et le DEI, donc diversité, équité, inclusion. Et si vous acceptez ces limitations, si vous acceptez cette façon de faire, cette façon de penser, cette façon de présenter votre produit, eh ben vous allez recevoir de l'argent vous allez recevoir des prêts, je devrais dire, avec des taux qui défient les taux bancaires, en fait. Et quand vous voyez, par exemple, une boîte comme, il y a un an à peu près, une boîte comme CD Projekt Red qui a fait une vidéo annonçant qu'elle faisait de l'ESG,
c'est parce qu'elle essaye de choper du pognon de ces entreprises-là. Et en fait, elle parle pas aux joueurs, elle parle aux actionnaires, et elle parle à ces groupes d'investisseurs. Elle parle plus à vous, et de toute façon, à partir du moment où un dev entre en bourse, le client, le joueur, n'est plus celui qu'il faut contenter, c'est l'actionnaire qu'il faut contenter. Et le joueur n'est juste un moyen de récupérer de l'argent pour contenter l'actionnaire. Donc, c'est pour ça aussi que vous voyez des boîtes comme Blizzard, comme Electronic Arts, comme Ubisoft, comme CD Projekt Red, aller sur ce terrain-là, et en plus mettre en place des politiques de monétisation de leurs jeux de plus en plus agressives, de plus en plus prédatrices, parce que leur but, c'est d'avoir une croissance importante tous les trimestres quand ils publient ou tous les semestres, pardon, quand ils publient leurs chiffres. Non, tous les trimestres. Et si, dans le rapport financier du trimestre, il n'y a pas une croissance, il n'y a pas un chiffre positif suffisamment gros, les actionnaires vont râler, les investisseurs vont se barrer, et même certains établissements qui vont noter la valeur de l'obligation qui est un achat qui est un moyen de contracter de l'argent, s'endetter pour une entreprise, et ben ça va être moins bien noté, donc ça va indiquer aux gens que, attention, c'est risqué de donner de l'argent à cette boîte, elle ne paiera peut-être pas. Donc voilà, tout ça. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que il y a ces entités-là, et le gros souci, c'est que moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont la solution. Je peux simplement vous dire qu'il y a un très gros problème, et que voter avec son portefeuille ne suffira pas pour les joueurs. Parce que tant que le fric coule suffisamment à flot de l'autre côté, et qu'ils peuvent encaisser des pertes, ils vont le faire. Donc en fait, moi je fais partie de ceux qui pensent que l'industrie du jeu vidéo occidentale, et surtout les grandes enseignes, les grands noms, le triple A, maintenant, comme voudrait même Ubisoft, le quadruple A, eh ben il faut qu'ils se plantent. Genre, il faut qu'ils se ferment, quoi. Il faut qu'ils crachent. Il faut qu'on ait un nouveau crash, en fait, de l'industrie vidéoludique dans l'Occident. Et en fait, c'est assez facile à faire. Pour ça, il faut simplement, je vous l'avais dit que ça aidera peut-être pas, mais ça aidera sur le long terme. Il faut simplement arrêter d'acheter ces jeux. Ça veut dire plus d'Electronic Arts, plus de Blizzard, plus d'Activision, plus d'Ubisoft, plus de CD Projekt Red. Tout ce qui est coté en bourse, vous n'y touchez plus. Et vous vous concentrez sur les jeux indépendants et les jeux AA qui font en ce moment un carton. Vous avez de très bons exemples qui arrivent en ce moment. Il y a, si on remonte à peu près il y a une année en arrière, Vampire Survivor. On a Palworld qui a fait un succès monstrueux et qui marche très bien. Il y a Last Epoch aussi, même si c'est pas un succès aussi fou. Il y a Helldivers 2 qui marche très très fort en ce moment, mais espérons qu'il arrivera à durer au-delà de l'effet de la nouveauté du mois. Pour l'instant, ça a l'air, en tout cas. Même si moi, pour l'instant, j'y ai pas joué, parce que j'ai multi en ligne, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, et sinon, il y a aussi les développeurs orientaux, donc Japon, Chine, Corée, qui commencent à faire des choses très très sympas et qui ne sont pas encore envahis par ce mode de pensée, parce qu'eux n'ont pas besoin d'aller piocher dans ces fonds-là pour aller récupérer du pognon. Voilà. Donc, moi c'est ce qui s'est passé. Hein. Moi, je suis passé à... Je suis complètement passé... Enfin, ça fait très longtemps que je ne joue plus au AAA, même s'il m'arrive d'en prendre. La preuve, j'ai pris Diablo 4. Je le regrette très fort. C'est d'ailleurs probablement le dernier jeu Blizzard que j'ai acheté. Et voilà. Mais... Là, par exemple, si je regarde ma liste Steam, alors je les descends. Alors, il y a plein de jeux qui vont pas vous parler. Je vais pas vous faire toute la liste parce qu'elle est quand même assez longue, mais Death Must Die, c'est aussi un bullet heaven qui a fait un peu de bruit, qui avait un peu marché il y a quelques mois. J'ai pris Dragon Quest 11S, pas encore eu l'occasion d'y jouer, je l'ai acheté au moment du décès d'Akira Toriyama. Dyson Sphere Program Factorio, ça c'est mon crack à moi, mais j'y touche plus beaucoup en ce moment.
Helldivers 2, Last Epoch, Palworld, Ready or Not, très très bon tag shooter si vous avez adoré SWAT 3 et 4, c'est vraiment un jeu que vous allez adorer. Stellaris, alors oui, c'est du paradoxe, c'est coté en bourse, je l'ai acheté il y a un moment, voilà quoi, mais c'est un jeu que j'aime bien, je continue à y jouer. Titanfall 2, ça pareil, c'est du AAA, mais c'est du AAA d'il y a 5 ou 6 ans, avant que tout ça était vraiment très très fort. Et pour finir, les deux derniers, les deux jeux que je joue encore pas mal, c'est Vampire Survivor et WWE 2K24. Vous m'avez vu faire des vidéos là-dessus. Voilà, et après, j'utilise aussi beaucoup GOG, donc, le truc, la plateforme de CD Projekt tout court. Et ça m'a permis de découvrir Trepang 2, Universim, Peglin, Terranil et Farlander, qui sont tous des petits jeux sympas, que moi j'ai beaucoup apprécié. Il y a le remake de System Shock aussi, que j'ai eu l'occasion de jouer. J'espère un jour qu'on va avoir un remake de System Shock 2, mais j'y crois pas trop. Et le jeu auquel je reviens toujours, c'est SWAT 4, parce que c'est un gros morceau de nostalgie. Voilà. Enfin bon, il y a plein de jeux. Le jeu, ce n'est pas que le AAA, il y a plein d'autres jeux vidéo autour, et je vous conseille, je vous invite vraiment à regarder les petits et les moyens développeurs et les indépendants, parce que c'est vraiment là que l'innovation, c'est vraiment là que sont les nouveaux jeux vraiment fun, et c'est ça qu'il faut vraiment pas avoir peur de tester, qu'il faut vraiment pas avoir peur de découvrir. Je peux que vous souhaiter de vous jeter dessus et de plonger là-dedans, d'essayer de découvrir ça et de vous faire une idée vous-même. Voilà. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. J'avais plein de choses à vous dire, pas forcément dans le bon ordre et un peu décousu, mais bon, voilà, c'est l'heure de l'apéro pour moi. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et en attendant justement ma prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous trouverez ce qui vous rend heureux, et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis à tous, peace next to all.